Bonjour chers amis de Khalima, nous sommes aujourd'hui avec Mame Makhtar Gueye, responsable de l'ONG Jamra, responsable aussi du parti RDS, si je ne me trompe pas, et également membre éminent de la communauté Lébu. Monsieur Gueye, bonjour. Je vais d'abord commencer par faire une remarque. Nous sommes partis donc, du débat sur le mandat présidentiel pour aujourd'hui arriver dans un autre débat sur les questions de transhumance. On a l'impression qu'aujourd'hui la classe politique en fait n'est pas prête, et avant ces deux débats-là, il y avait la question de la CREI, n'est pas prête à aller dans les sujets de fond qui touchent réellement la vie économique sénégalaise, la vie sociale sénégalaise, mais reste toujours dans les questions de politique politicienne. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cette classe politique manque d'offres? Oui, je pense que ce n'est pas une très bonne chose de passer à côté de l'essentiel. Et vous l'avez pertinemment souligné à l'entame de votre propos. On a l'impression que la classe politique est en train d'engager un débat qui n'est pas prioritaire. Et ce qui est prioritaire, à mon avis, c'est la nécessité vitale d'abréger les difficultés du Sénégalais moyen. Et pour ce faire, le nouveau gouvernement de Macky Sall avait eu à poser des jalons qui suscitaient quand même un peu d'espoir. Parce que nous avons vu que dès l'entame de son magistère, il avait commencé par augmenter la pension de retraite à 10%, suivi en cela par la diminution de l'impôt sur le revenu sur les salaires, ce qui s'était soldé par une augmentation indirecte des salaires entre 15 et 90 000 francs, etc. C'est sur cette lancée-là qu'il fallait continuer. Mais très rapidement, nous avons vu quand même le régime poser des actes assez négatifs. Parce que c'est très bien de souligner ce qui est positif, mais c'est également constructif de mettre l'accent sur le négatif afin qu'on puisse l'améliorer. En commençant par créer des problèmes aux petites et moyennes entreprises. Ça a commencé par l'institution, dans le cadre du Code général des impôts, d'une nouvelle fiscalité de porte, intitulée le BIC. Donc c'est un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, consistant à imposer 3% à la marchandise dès qu'elle fait son entrée sur le territoire national. Ce qui est quand même assez incongru parce qu'on ne sait pas si le commerçant parviendra à vendre ou à ne pas vendre. Il y a également à déplorer le fait que les entreprises commençaient à souffler un peu avec la réduction de l'impôt sur le revenu que l'ancien régime avait quand même réussi à stabiliser à 25%, mais que le nouveau régime a augmenté encore à 30%. Et comme il fallait s'y attendre, cela s'est soldé par, en moins de 2 ans, à une fermeture de 376 entreprises, particulièrement les PME, qui certainement n'arrivaient plus à soutenir cette pression fiscale énorme. Alors pour moi, c'est ça les questions de l'heure. Bon, il est bien évident qu'il y a eu cette histoire de CREI, cette histoire de mandat, cette histoire sur la transhumance. Bon, le mandat, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est le président lui-même, dans ses propos de campagne entre les deux tours, qui a dit, sans que personne ne l'y ait obligé, que si vous m'élisez au second tour, je m'engage à faire ce que personne n'a jamais fait dans l'histoire politique du Sénégal, c'est-à-dire à renoncer à 2 ans de mon septennat pour qu'on se retrouve à 5 ans. C'est lui qui l'avait dit. Et j'ai l'impression qu'il compte quand même respecter son engagement. J'ai l'impression, parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, il a eu, à travers différentes sorties, rappelé à l'ordre ses troupes qui freinaient des caps verts en disant non, on vous avait élu pour 7 ans. Donc il n'a pas manqué de les rappeler à l'ordre en leur disant non, 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 je ne veux pas de débat sur ça. C'est un engagement que j'avais pris en le réitérant sur le perron de l'Élysée, en le réitérant devant les partenaires au développement, devant l'Assemblée générale de l'Union africaine. Donc actuellement, il a une épée de Damoclès qui plane sur sa tête, non seulement au niveau national, mais sur le plan international. Donc tous les démocrates du monde ont l'œil sur le président Macky Sall. Alors je comprends quand même qu'il ait pris la décision de s'arc-bouter sur son engagement
à réduire son mandat de 7 à 5 ans. Oui, mais est-ce que vous, juste pour aller rapidement sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il va se poser, que l'épée de Damoclès se situe ailleurs? Parce que c'est un engagement qu'il a pris, mais sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants, parce qu'aujourd'hui il dit, laissons les constitutionnalistes voir dans quelle mesure ça peut se faire. Ça veut dire que même constitutionnellement, il ne s'était pas renseigné pour savoir quelle est la possibilité de pouvoir réduire un mandat déjà en cours. Parce que dès l'instant qu'il a été élu, ce mandat devenait un mandat en cours. Le changer crée un acte rétroactif. Est-ce que en faisant en prenant cet engagement, en faisant cette promesse, est-ce qu'il connaissait réellement le fond de la question? Bon, je crois que même pour les non-initiés, tout le monde est d'accord sur le fait qu'une loi ne peut pas être rétroactive. C'est-à-dire même si à l'issue du référendum qui est programmé pour 2016, les Sénégalais abondent dans son sens, à savoir qu'il puisse réduire son mandat. Alors, il sera très difficile sur le plan de la technique du droit d'appliquer cette décision populaire qui est quand même un acte de droit, à savoir le référendum, sur un mandat qui est déjà en cours. Parce qu'en fait, la loi, d'une manière générale, opère pour l'avenir, mais pas pour le passé. Mais cependant, il y a une écrasante majorité d'experts, notamment des constitutionnalistes de renom, tels que Pape Dembessi, qui ont quand même, à mon avis, assez clarifié le débat en disant que l'article 27 de la Constitution ne prévoit pas autre chose en termes de modification de durée de mandat que la voie référendaire. Alors je pense donc que cet article-là, il est là d'actualité, il est très clair. Le président veut réduire son mandat et il y avait le choix de la voie législative qui est maintenant derrière nous. Et il me semble que c'est la voie référendaire qui est la plus indiquée. Alors, pour juste encore continuer dans le débat politique, si on peut l'appeler ainsi, il y a le problème de l'éducation aujourd'hui qui est là. Pendant les enseignants, notamment le QSEMS, n'arrivent pas à trouver un accord avec le gouvernement, donc sur le droit vers une année blanche. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle solution est-ce que vous pouvez préconiser aujourd'hui? Moi, je pense que l'État, plutôt que d'adopter une posture de celui qui détient les cordons de la bourse et que les enseignants soient là à courir derrière l'État en disant non, nous demandons toujours plus parce que nos conditions doivent être améliorées. Au lieu de cela, comme notre parti a eu à le dire très récemment dans une déclaration, le président doit pratiquer ce que le président Abdou Diouf appelait la vérité des prix en termes de contestation suite à une augmentation du prix d'une denrée de première nécessité. Chaque fois qu'il y avait contestation, le président Diouf demandait au ministre de l'Intérieur de faire un discours ou une déclaration sur la vérité des prix. Alors maintenant, pour le cas présent, je pense que le président Macky Sall doit initier une discussion sur la vérité de la masse salariale. Parce que nous savons très bien que le Sénégal n'est pas un pays qui évolue quelque part sur un îlot isolé. Nous faisons partie d'un ensemble économique, à savoir l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui a fixé des règles en termes d'utilisation des recettes fiscales. Et en la matière, les normes de l'UMOA disent que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes budgétaires. Or, nous en sommes à 43%. Et tout cela est le fait justement de ces augmentations de salaires et d'indemnités très faramineuses qui ont fini par plomber quasiment la masse salariale. Si bien que nous, on est hors norme UMOA, qui est parfaitement fondée d'infliger des sanctions ou des remarques à l'État du Sénégal. Donc, je pense que c'est ce langage-là que l'État doit tenir aux enseignants et leur dire, gérons la situation ensemble. Moi, État, je ne dis pas que vos revendications ne sont pas fondées. Mais voilà, nous avons le couteau sur la gorge. Les salaires ont tellement explosé et de manière injuste, parce que pratiquement tout ce que l'État a consenti en termes d'augmentation de salaire va essentiellement vers les travailleurs salariés, pratiquement la fonction publique, qui en fait sont une masse insignifiante, parce qu'ils ne font même pas 1% de la population active. Alors que l'État n'a pas que les travailleurs salariés. L'État doit s'occuper des problèmes des agriculteurs qui ont des problèmes de semences, des problèmes d'engrais. L'État doit s'occuper des problèmes des opérateurs économiques qui évoluent dans le milieu informel. Je viens de vous dire qu'ils se plaignent toujours
particulièrement au niveau de l'UNACOA, de cette fiscalité de porte de 3% qu'il estime anormale, l'État a beaucoup de choses à gérer. L'État n'a pas seulement les agents de la fonction publique à gérer. Donc il faut que le dialogue s'engage sur ce terrain-là, c'est-à-dire sur la vérité, en leur disant la vérité, que voilà la vérité. Et bon, j'ai eu vent ce matin qu'il y a eu des évolutions, parce qu'il semblerait que le seul point d'achoppement reste l'indemnité de logement, c'est le seul point. Donc il faut s'en féliciter. Donc il y a un long chemin qui a été fait. Et il me semble bien qu'en début de cette semaine, le Premier ministre doit avoir une rencontre de la dernière chance, si on peut l'appeler ainsi, avec les enseignants. Croisons les bras en espérant que les uns et les autres seront raison gardés. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que les enseignants ont publié récemment donc, sur Internet, sur les réseaux sociaux, la grille un peu des indemnités de logement des fonctionnaires. Nous avons remarqué sur cette grille que, par exemple, les fonctionnaires de RHA1, lorsqu'on est enseignant, on a 60 000, mais lorsqu'on est agent des eaux et forêts ou bien agent du service des jeunes, on est à 200 000 francs. Et les magistrats ont jusqu'à 400 000. Est-ce que justement cette injustice, l'injustice dont vous parlez en disant que c'est au niveau que les fonctionnaires ne font pas 1% de la population, est-ce que cette injustice n'existe pas même au sein du corps des fonctionnaires? Je crois que c'est un couteau à double tranchant, parce que vous savez qu'il y a le principe syndical qui veut que le principe acquis reste acquis. Donc, ce dont bénéficient les magistrats, on ne peut plus y toucher. Même si c'est trop, même si certains estiment que c'est excessif, on ne peut plus y toucher. Mais la question maintenant est de voir avec sagesse comment faire pour trouver un juste milieu. Parce que personne n'a jusqu'ici dit que les revendications des enseignants sont infondées. Personne ne l'a dit, ni l'État, ni un quelconque acteur social. Et je pense qu'il faut maintenant essayer de trouver un juste milieu. Aller dans le sens de satisfaire tout le monde tout en respectant les grands équilibres. Parce qu'encore une fois, nous vivons dans une sous-région qui a des institutions et des instruments de contrôle et d'accompagnement du développement endogène des États membres, à savoir la CEDEAO et l'UMOA. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons déjà crevé le plafond convenu d'accord parti avec les partenaires de l'UMOA, à savoir que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales. Or, nous en sommes à 43%, certains même disent 46%. Alors il faut voir avec tous les acteurs comment faire pour limiter les dégâts tout en respectant les droits des enseignants à demander des améliorations de leurs conditions de travail. Monsieur Gueye, nous allons maintenant aborder un autre sujet qui est la problématique foncière qui a secoué récemment la communauté Lébou. Donc vous êtes, comme je disais, un éminent membre. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos chers lecteurs, à nos chers amis de Khalima, quel est le fond du problème? Vous savez, l'autorité coloniale, déjà en 1815, en mettant les pieds sur notre sol, avait déjà trouvé un État lébou déjà constitué, avec un grand Seigneur Dakar qui était en quelque sorte une sorte de président de la République, assisté de Ndeye Diambour, qui était en quelque sorte le président de l'Assemblée consultative de Ndiambour, assisté d'un Ndeye Djiréou, qui était une sorte de ministre de l'Intérieur et de responsable de la gestion du patrimoine foncier, etc., etc. Il y avait un président des frais, etc. Donc, l'autorité coloniale, dans toutes les archives que vous pouvez consulter, au niveau des archives nationales ou au niveau des archives françaises, vous verrez qu'ils avaient déjà trouvé sur place un État lébou, déjà en 1815. Ça veut dire donc que les Lébous ont été la deuxième république noire au monde après Haïti, qui a eu sa consécration en 1804. Et la particularité chez les Lébous, c'était de braver l'autorité coloniale, qui voulait les soumettre alors qu'ils sont des rebelles par nature, mais également de s'opposer à la volonté annexionniste des Tchédos du Cayor, parce qu'ils ont toujours contesté à la presqu'île du Cap-Vert son autonomie, en voulant coûte que coûte fondre la presqu'île du Cap-Vert dans le Cayor. Donc c'était ça les deux fronts auxquels les Lébous ont été confrontés pendant plusieurs siècles. Alors maintenant, par nature, le Lébou est contestataire. C'est la raison pour laquelle tous les historiens vous diront qu'il n'y a de mémoire de Lébou jamais eu d'élection d'un grand seigneur de Dakar
qui n'ait pas été accompagné de contestations ou même de fronde. Et c'est ainsi que, sans aller trop loin dans l'histoire, pour la période juste post-indépendance du temps de Senghor, après le décès en 1969 de Aladji Ibrahima Diop, il y a eu 2 prétendants à sa succession. Il y avait Aladji Doudou Diop Moussé, c'est le père du député Abdoulaye Diop Mokhtar, et il y avait un autre prétendant qui était Mor Marem. Alors à l'époque, puisque Doudou Diop Moussé était soupçonné par les services de renseignement de l'État du régime senghorien d'accointance avec l'opposition clandestine, à savoir le PRA Sénégal, Senghor s'est impliqué pour lui mettre les bâtons dans les roues, si bien que c'est Mor Marem qui a été élu. Alors Doudou Diop Moussé, se considérant victime d'une injustice, et allait animer une dissidence. Alors il y avait donc 2 grands signes à l'époque. Et après le décès de Mor Marem en 1985, il y avait un prétendant à la succession, et c'est tout à fait normal. C'était Mame Youssou Diop. Alors Bassirou Diagne Marem Diop n'a jamais été candidat à la succession. À l'époque, il était en Italie, particulièrement à Turin, en train de négocier des chalutiers parce qu'il voulait mettre sur pied une entreprise de pêche en partenariat avec l'ancien ambassadeur du Sénégal, Mbaye Mbeng, et l'ancien ministre de l'Intérieur sous Senghor, Abdoulaye Fofana. Ça ne l'intéressait pas. Mais ce sont les grands notables de Dakar, particulièrement Aladji Ismaïla Gueye, Ndeye Diambour, qui avait 90 ans et même plus à l'époque, et particulièrement également Aladji Yahya Diop, qui lui ont tordu la main en lui disant que c'est Dakar qui vous fait confiance et qui voudrait vous confier cette charge coutumière de Grand Signe Dakar. C'est ainsi qu'il est rentré en catastrophe. Il y a eu donc une primaire, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Donc il y a de grands électeurs qu'on appelle les 7 dignitaires. Et les 5 se sont prononcés en faveur de la candidature de Bassirou Diagne Marem Diop. Et ce choix des 5 dignitaires sur 7 a été confirmé par les Ndiambou, qui sont en quelque sorte les grands électeurs issus des 12 pench, parce que nous avons 12 pench. Chaque pench donne 3 Ndiambou. 3 fois 12, ça fait 36 Ndiambou. C'est ça l'Assemblée consultative de la culture Lébou, qui ont donc confirmé Bassirou Diagne Grand Signe Dakar. Naturellement, pendant ces 27 ans de règne, il a eu successivement à faire face à différentes frondes, animées successivement par Mame Youssou, et après le décès de celui-ci par Libas Diop, ensuite Ibrahima Diop, et enfin par Massamba Koki. Et Dieu a fait que, pour la première fois dans l'histoire de la collectivité Lébou, les 2 grandes figures de la collectivité Lébou ont été rappelées à Dieu presque en même temps. Massamba Koki le 4 février 2013 et Bassirou Diagne à peu près un mois plus tard, le 25 mars 2013. Alors donc à ce moment-là, j'avais lancé un appel dans la presse pour demander au Lébou, enfin cette fois-ci, essayons qu'au moment de lire un grand serigne, que ce soit un grand serigne unique qui va parler au nom de tout le monde. Et là c'est une trop longue histoire, mais malheureusement notre démarche allant dans le sens de la réunification n'a pas été fructueuse, et finalement l'autre camp a élu un successeur de Massamba Koki, et le camp de Bassirou Diagne a élu un successeur de Bassirou Diagne, en l'occurrence son fils aîné Pape Ibrahima Diop. Alors, cela dit, pour en venir à votre question, la question du foncier a toujours été le point de discorde dans la collectivité Lébou, parce que le Grand Serigne de Dakar est loin, un Grand Serigne de Dakar quel qu'il soit, est loin de l'idée que ça en fait souvent la conscience collective d'un monarque autoritaire, omnipotent. Au contraire, les Lébou ont une tradition démocratique, si bien qu'un Grand Serigne de Dakar peut être critiqué et même contesté. Je vous donne entre parenthèses un exemple. Le premier successeur de Diallo Diop, qui est le premier grand serigne de Dakar de l'histoire de la collectivité, son premier successeur, son fils aîné, Matar Diop, petit-fils de Karim Beng, un jour, il a été convoqué par l'Assemblée consultative de Ndiambou pour l'entendre sur des reproches qui ont été formulés à son encontre, à savoir que lui, on l'avait accusé d'avoir compromis le pacte de non-agression que la presqu'île du Cap-Vert avait signé avec
les Damel du Cayor, parce que je viens de vous dire qu'on était tout le temps à couteau tiré avec eux. Simplement parce que son fils, le fils de Makhtar Diop, a été accusé d'avoir fait assassiner le principal griot du Damel du Cayor, Biram Fatim Thioub. Alors, cette juridiction des Niambour a donc convoqué le grand serigne pour l'entendre. Bon, malheureusement, sa ligne de défense n'a pas été convaincante. Et démocratiquement, les Niambour l'ont destitué en plein mandat. C'était en 1831. Alors donc, ça a toujours été ainsi, ça a toujours été fonctionné de manière comme cela. Alors, si bien que le record de la dissidence a été battu sous le magistère d'Alpha Dione. Et d'ailleurs, précision, quand Makhtar Diop a été donc destitué en plein mandat, bien qu'il soit le fils du premier grand serigne de l'histoire de la collectivité, il a été remplacé par qui, tenez-vous bien, par un Toucouleur, Eliman Diol. Donc ça met complètement à terre cet argument ethniciste à la Hutu et Tutsi, disant que pour être grand serigne, il faut avoir comme patronyme Diop. Voilà un argument qui le fait tomber à terre. Makhtar Diop a été destitué en plein mandat. Tout fils successeur de Dial Diop qu'il fut est remplacé par un Toucouleur, Eliman Diop. Il est vrai qu'Eliman Diop, par sa mère, il a une filiation matrilinéaire qui le rapproche à Dial Diop. Mais il a une filiation patrilinéaire. Alors donc, je disais que le record a été battu lorsque le grand serigne Dakar, Alpha Dione, a été piégé par le gouverneur de Dakar, Guy Camille. Parce qu'à l'époque coloniale, les colons tiraient toujours profit de nos tensions sur le foncier. Et l'autorité coloniale avait tendance souvent à attirer vers lui le prétendant au trône qui était moins hostile à ses prétentions foncières. Et c'est ainsi que, en ce moment-là, en 1902, on devait déménager le gouverneur de l'AEF qui était basé à Saint-Louis pour l'amener à Dakar. C'est là où se trouve le président Macky Sall maintenant. Il fallait trouver un terrain. Et le gouverneur a appelé le grand serigne Dakar en lui disant que ce terrain-là vous appartient. On l'appelait à l'époque Bougnoul. Ça partait de la présidence de la République et ça englobait l'hôpital principal, l'ambassade de Grande-Bretagne, le château d'eau, jusqu'au Cap Manuel. Tout ça, c'était pour les Lébou. Les titres fonciers sont là. Alors, et Guy Camille donc a réussi à tromper la vigilance de ce grand serigne. Bref, en lui faisant signer une convention de cession qui cédait tout ça, ce que je viens de vous citer là, au Toubab. Et pire encore, une autre convention de cession concernant Toundouy. Toundouy, ça part de l'avenue Ponty jusqu'à Feder. Tout cela, on l'a donné au Toubab pour une contrepartie dérisoire. C'est-à-dire que l'autorité coloniale s'était engagée à augmenter les émoluments du grand serigne qui passaient de 1200 à 3000 francs à l'époque. Et en même temps d'inscrire sur le budget du protectorat un fonds de secours d'un montant de 1800 pour venir en aide aux familles indigènes dans le besoin. Et pour ça, le grand serigne de Dakar a cédé tout ce patrimoine à Guy Camille. Et automatiquement, ça a créé un remous terrible et une déchirure historique dans la collectivité. Et ça s'était soldé, tenez-vous bien, par l'élection de 3 grands serignes de Dakar simultanément, à savoir Alpha Dione lui-même, contesté par un autre grand serigne de Dakar, Aladji Moussé Diop, numéro 1, lequel contesté par son propre neveu Ibrahima Diop. 3 grands serignes de Dakar, on l'a eu en même temps en 1933. Il faut retenir ça en histoire. Alors donc, c'est toujours le foncier qui est la pomme de discorde. Alors, pour en venir à l'actualité, vous savez très bien que nous avons tous été abasourdis d'apprendre en même temps que tous les téléspectateurs qu'il y a un des sites qui fait partie du patrimoine Lébou, à savoir le parc Amazon. On voit à la télévision une annonce nous disant qu'il y a un soi-disant projet immobilier avec 40 étages, des bureaux, etc. Nous avons tous été mis devant le fait accompli.
Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il s'agissait d'un titre foncier de l'État, le TF 3888 et le TF 6794, qui a fait l'objet d'un bail. Parce qu'en fait, le 15 mars 1980, le grand sérigne de l'époque, comment dirais-je, Aladji Mor Marem, avait demandé au pouvoir de l'époque, c'était du temps de Senghor, en lui disant que puisqu'il y a des tensions à la grande mosquée de Dakar, nous on voudrait que l'État nous aménage un site pour les prières collectives de la Korité et de la Tabaski. C'était ça, la genèse de ce terrain. Et l'État a donc pris sur son propre titre foncier, dont je vous ai donné les numéros tout à l'heure, TF 3888 et le TF 6794. Et l'État en a extrait un titre foncier, un bail, qui fait pratiquement 5 hectares pour l'accorder au Lébou. Mais en l'accordant à la collectivité Lébou, l'État n'a pas dit que le bénéficiaire c'est Bassirou Diagne ou c'est Massamba ou c'est Mademba. Non, l'État a désigné un bénéficiaire impersonnel. Bénéficiaire 2 points et la collectivité Lébou. Ce qui veut dire que c'est une propriété collective de la collectivité Lébou. Il est bien évident que n'importe quel membre de notre collectivité, qu'il s'agisse de la collectivité Lébou, la collectivité Poulard, la collectivité Mandeng, a le droit, dans le cadre de sa collectivité, d'émettre des idées en disant telle propriété foncière, si cela ne relevait que de moi, on l'aurait valorisé dans tel ou tel sens. Telle propriété, tel site, à mon avis, je pense qu'on doit en faire ceci ou cela. Nous sommes en démocratie, chacun est libre d'émettre des idées et qui vont dans le sens vraiment d'amener un plus, n'est-ce pas, à la bonne marche de notre collectivité. Mais ce dont personne n'a le droit, c'est de s'arroger le droit, de s'enfermer quelque part avec des architectes, des promoteurs immobiliers et autres et dire que oui, il faut me construire là-bas 40 étages, vous me faites là des bureaux, des cantines. Personne n'a ce droit-là. D'autant qu'il s'agit d'une manœuvre qui a été faite de manière autoritaire, unilatérale et à l'opposé même de la transparence. Qui est l'auteur de cette manœuvre? Mais vous l'avez vu, c'est Ablaye Diop Makhtar qui a appelé tout le monde à la télévision en disant « j'ai décidé, j'ai fait, j'ai dit, etc. » La collectivité Lébou ne lui appartient pas. Oui, mais étant aujourd'hui, comment... Il y a deux grands sérieux. Il y a Papa Ibrahima Diagne qui a ses Nyambour qui l'ont élu. Lui, il a ses Nyambour qui l'ont élu. Donc, ce sont tous des dignitaires d'égale dignité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cité lors de mon intervention que le comité de crise que nous avons créé, pour montrer à l'opinion la crédibilité de ce comité de crise, nous y avons mis de hauts dignitaires de la collectivité reconnus par l'État, à savoir le Ndeye Diambou, Aladji Gornarou Bey, conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar. Il y a le Ndeye Diambou, Aladji Sangone Diagne, conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar. Il y a également la présence dans cette cellule de crise de Baye Maïssa Paye, le Djaraf de Dakar, conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar. Et enfin, il y a le grand saltigué de Dakar, Aladji Samba Yoro, Demba Yoro Diaye, conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar. Naturellement, il y a le président des Frey qui fait partie de la commission. Il y a également le chef de Penchi de Tchedem, Aladji Maï Diagne. Il y a également le fils de Ahmed Diène, le défunt Ahmed Diène, qui est une grande figure de la collectivité Lébou, qui s'appelle Baye Demba Diène, qui est le Nyambour de Sanchaba, qui fait partie de la commission. Alors nous leur avons donné deux missions. D'explorer toutes les voies de droit pour qu'il soit mis un terme définitif à ces coups de force auxquels nous assistons depuis quelque temps, concernant un patrimoine qui n'appartient au père ni au grand-père de personne, mais un patrimoine collectif. Qu'il soit mis un terme à ça. Et deuxièmement, deuxième mission, nous leur avons demandé de mettre en garde et d'inviter toutes les entreprises publiques, parapubliques, les personnes physiques et morales, et particulièrement les institutions financières, pour les inviter à éviter à se faire les complices de ce coup de force, les complices de l'aliénation d'un patrimoine immobilier commun, alors qu'il n'y a eu aucune concertation à la base, c'est-à-dire avec les véritables ayants droit. Alors voilà la mission qu'ils leur ont dit. Ils sont en train sur le terrain
Donc nous rendrons compte à l'opinion, comme j'ai eu à le faire il y a une semaine en tant que chargé de la communication, dès qu'ils termineront leur travail, peut-être dans une semaine. Et en ce moment-là, l'opinion saura exactement ce qui s'est passé. Oui, mais pour en revenir à ce que je voulais dire, même s'il y a eu de grands sérignes, par exemple, depuis l'élection, nous, la jeune génération, nous avons assisté à l'existence de 2 grands sérignes avec l'élection avant Massamba Koki Diop. Il y a eu un premier qui a été élu, qui est décédé, après il y a eu Massamba Koki Diop. Oui, voilà. Mais à ce moment-là, l'État du Sénégal n'en reconnaît qu'un seul comme personne morale de la communauté lébu. Du temps, c'était Bassirou Diagne qui était reconnu. Oui. Voilà. Entre-temps, Abdoulaye Wade, je me souviens encore que... avait contesté cela, mais ensuite avait même reçu la délégation. Très bien. Donc, qui a élu le nouveau Ibrahima Diop, élu le nouveau pour grand dire que c'est lui le grand sérine. Il y avait à l'époque, dans la délégation, je me souviens, il y avait Aline Diagne, il y avait d'autres notables comme l'imam Maodo Sylla. Absolument. Donc, aujourd'hui, quel est le grand sérine qui est reconnu? Mais il faut préciser également que quand Abdoulaye a fait cela, il a reculé parce qu'on a riposté avec une grosse fermeté. Oui, après il a reculé et finalement il a réussi ce qu'aucun chef d'État n'a réussi, à se concilier les deux tendances. Oui. Voilà. Mais toujours est-il que c'est Bassirou Diagne qui avait l'arrêté de l'État le reconnaissant, donc jusqu'à son décès. Aujourd'hui, lequel des 2 grands sérines a l'arrêté de l'État? Aujourd'hui, il n'y a aucun acte, ni verbal, ni administratif, venant du président Macky Sall ou d'une autorité de son régime quelconque, disant qu'il reconnaît Pape Ibrahima Diagne, grand sérine Dakar, ou qu'il reconnaît l'autre comme grand sérine. Ça n'existe pas. Mais l'autre, il a un nom, il s'appelle d'accord, arrêtez de l'appeler l'autre. Alors, peu... d'accord, je l'appelle comme ça, si vous voulez. Alors, donc, ça n'existe pas. Et vous avez tous vu comment l'État gère ces 2 situations-là. À savoir que, eh bien, l'État s'arrange, par exemple, chaque fois qu'il y a des événements impliquant la présence de ces 2 autorités coutumières, à savoir le grand sérine Dakar, Pape Ibrahima Diop, et le grand sérine Dakar, Abdoulaye Diop Makhtar, puisque vous tenez à ce que je les nomme carrément. Alors, l'État s'arrange toujours à ce qu'on lui fasse aucun reproche. Je citerai 3 exemples. À l'occasion de après l'intronisation de Abdoulaye Diop Makhtar comme grand sérine, le 19 mai 2013 à Santhiaba, suivi peu de temps après de l'intronisation de Pape Ibrahima Diagne, grand sérine, intronisé à Djekko le 15 juin 2013, le président Macky Sall, en respectant le principe du droit d'aînesse, qui est vraiment accepté dans la collectivité, a reçu en audience d'abord Abdoulaye Diop Makhtar et ensuite, je crois 2 ou 3 semaines après, il a reçu également en audience d'égale dignité avec les mêmes honneurs le grand sérine Dakar, Pape Ibrahima Diagne Bassirou. Deuxième acte démontrant que l'État, nous n'avons aucun reproche à lui faire parce que l'État est en équilibre. À l'occasion de la présentation des vœux de fin d'année des corps constitués, l'État envoie un lot d'invitations à tel camp et un lot d'invitations à tel autre camp qui viennent avec les dignitaires et les notables. Et enfin, le 3e cas en date auquel toute l'opinion a été témoin, c'est à l'occasion de la prise d'armes à la place de l'Indépendance le 4 avril. Eh bien, je pense que le grand sérine Abdoulaye Diop Makhtar est venu à sa qualité de député, parce que tous les députés ont été invités. Mais Pape Ibrahima Diagne n'étant pas député, il a été invité en sa qualité de grand sérine Dakar et ils sont donc venus. Personne ne peut faire le moindre reproche au président Macky Sall. Parce que s'il y en avait, j'aurais été le premier à le dénoncer, comme je l'ai dénoncé quand Abdoulaye Wade avait reçu l'autre délégation en disant que c'est vous qui êtes valable. Je l'avais dénoncé. Mais jusque-là, personne ne peut reprocher au président Macky Sall de pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, et Macky a raison. Cette histoire de grand sérine, c'est une affaire de coutume. Il faut laisser les notables et les dignitaires de la collectivité régler ce problème eux-mêmes, comme ils ont l'habitude de le faire. Pour la bonne et simple raison que la plupart du temps, les différents protagonistes sont souvent de très proches parents. Autant Bassirou Diagne était le neveu de son challenger, Massamba Koki. Autant Pape Ibrahima est le cousin de Abdoulaye Diop Makhtar. Je vais vous le dire avec précision. Le père d'Abdoulaye Diop Makhtar, de Diop Moussé, et le père de Pape Ibrahima Diagne, Aladji Bassirou Diagne Madame Diop, et ma propre mère, Fat Diagne Madame Diop, ces 3 personnes-là ont la même mère, c'est Madame Diop Makhtar. On a donc la même grand-mère, directe. C'est Madame Diop Makhtar
qui est la génitrice de ma propre mère, qui est la génitrice du père d'Ablaye Diop Makhtar, qui est la génitrice du père de Pape Ibrahima Diagne. C'est pour cela que je dis souvent à la presse, avec le grand sérigne def len ci ndank. Parce que les bouilles, pour se retrouver autour de leur bol de tchéboudian pour discuter des hakataï, duñu len taggo. Et après c'est vous qui resterez dedans. Alors donc pour nous, c'est pas un drame. Ils finiront par se retrouver. Parce que ça a toujours été comme ça. Comme Bassirou Diagne s'était retrouvé avec Ibrahima Diop. Je fais partie et le défunt Chérif Oussani Laye également a avoir été utilisé par les deux camps pour que ce rapprochement ait lieu. Autant Bassirou Diagne s'était retrouvé avec Massamba Koki. Je pense que tôt ou tard également, la culture finira par se retrouver. D'accord. Alors rapidement, donc, il nous reste moins de 5 minutes. Nous allons un peu parler de l'ONG Jamra. Ah, d'accord. Quelles sont aujourd'hui les actualités de l'ONG Jamra? Bon, je pense qu'actuellement, ce que nous avons en chantier, parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers, hein, l'arrivée de Obama, tentative de légalisation de l'homosexualité, tentative de légalisation de l'avortement, tout ça on a combattu et Dieu merci, on est arrivé vraiment à des résultats positifs. Mais au moment où je vous parle, ce que nous avons en chantier et qui est pratiquement terminé, c'est l'injustice que ce régime-là a failli infliger aux maîtres coraniques. Parce qu'il y a une fâcheuse tendance, soit du régime d'Abdoulaye Wade jusqu'à ce régime, et à l'époque je l'avais dénoncé, consistant à mettre toute la responsabilité de la mendicité sur le dos des maîtres coraniques. C'est pas normal. Nous savons tous comment ça se passe. D'abord, il y a des pères de famille insouciants comme moi par exemple. Dès que leur enfant essuie quelques échecs scolaires au niveau du cycle primaire, leur premier réflexe est de se dire alors on leur indique, ils prennent l'enfant, ils l'amènent, ils le déposent comme un baluchon devant le maître coranique en lui disant la fameuse phrase là. Et c'est comme ça qu'ils le font à la lettre, qu'ils l'appliquent à la lettre. Il ne se passe pas un mois, ils ne daignent même pas à la fin du mois apporter un paquet de sucre ou 1 kilo de riz en leur disant voilà ma contribution. Alors si moi je fais comme ça, vous aussi vous le faites, d'autres le font. Le marabout se retrouve très facilement avec 10, 20, 30, 40, 50 bouches à nourrir. Mais le marabout a la possibilité de dire non, je ne peux plus en prendre. Non, vous savez, puisque ça c'est un... Ni religieusement, ni socialement, il n'y a rien qui le lui interdit de dire à un parent. Il y en a qui disent non, ça va à d'autres... Vous dirigez une école coranique à l'ONG Jamra, vous ne prenez pas 1000 enfants, vous prenez juste la place qu'il faut. Non, les enfants à hauteur de la place que vous avez. Nous, c'est une dara moderne qui ne fait pas de la mendicité. Oui, mais justement, c'est ça que l'État veut amener en parlant de modernisation et d'élimination. Oui, j'en viens. Peut-être que c'est votre exemple que l'État vous suit. J'en viens. Alors, de l'autre côté, donc n'étant pas aidé par les pères de famille, n'étant pas aidé également par l'État, parce que vous savez que tous les États qui sont passés, le régime Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ont l'habitude de se glorifier. Oui, nous sommes un des rares pays d'Afrique qui accorde 40% du budget à l'éducation. Mais ces 40% vont où? Au public, aux écoles privées catholiques. Et 0 pour les daras. Alors, comment voulez-vous donc un marabout qui a 30, 40, 50, 60 talibés à nourrir, alors que c'est des êtres humains, s'il arrive l'heure de manger, alors que lui, sa petite pension ne lui suffit même pas pour entretenir sa femme et peut-être ses 2 enfants, s'il dit à toutes ces masses-là, allez manger, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Alors bref, nous avions donc demandé à l'État d'essayer d'avoir une position d'équilibre dans la répartition de la subvention. Parce que ce n'est pas normal qu'on en donne aux écoles privées. Moi, je n'ai rien contre les écoles privées catholiques. C'est très bien que l'État les aide en les subventionnant. Mais c'est déséquilibré. Parce que là où certaines écoles privées, sans les citer, ont 25 millions par an, d'autres 15, d'autres même 35 millions, les daras ont 0 francs. Alors donc, depuis 10 ans que nous nous battons sur ce chantier, bon, grâce à Dieu, ce régime actuel a pu trouver une issue heureuse en partenariat avec des partenaires au développement, particulièrement la Banque islamique de développement, qui a accepté de débloquer 9 milliards et l'État du Sénégal 1 milliard, ça fait donc 10 milliards, pour donner un premier coup de pouce au projet de modernisation des daras. Mais là, le problème, au moment de la mise en œuvre, qu'est-ce qu'ils ont fait, les techniciens du ministère de l'Éducation nationale? Ils sont allés faire le tour des khalifes généraux. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier que les khalifes généraux, ce sont des autorités morales de la Oumma islamique sénégalaise. Mais les véritables acteurs des écoles coraniques, ce sont les maîtres coraniques eux-mêmes.
Et c'est ça l'erreur. Ces derniers n'ont pas été impliqués. Je donne l'exemple de la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal, qui est quand même forte de 712 associations, comprenant 16 800 daara, répartis sur les 45 départements du Sénégal. Alors on les avait appelés à une rencontre, à l'issue de laquelle ils avaient eu à formuler des amendements et des propositions. Mais lorsque le projet de réforme est sorti, ces amendements et ces propositions ne sont apparus nulle part. Deuxième chose, quand ces responsables d'écoles coraniques avaient demandé à regarder le document définitif avant sa validation, on leur avait dit oui, pas de problème, mais ça n'a pas été fait. Alors, heureusement, avant-hier, j'ai été invité par un des membres du bureau de la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal, en l'occurrence Oustas Adama Seck, qui dirige une dara moderne qui a été modernisée avec le financement des Turcs au niveau de l'unité 12 des Parcelles Assainies, à côté du sapeur-pompier. J'ai été invité, non hier, samedi, à la cérémonie d'inauguration en présence des autorités du ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai été heureux là-bas d'apprendre qu'effectivement, l'État maintenant a décidé d'impliquer fortement les responsables de la Fédération des associations des écoles coraniques. Et au moment où nous faisions cette inauguration, il y avait un atelier qui était en train de se tenir à Touba, réunissant des experts des écoles coraniques, des experts du ministère de l'Éducation nationale et des représentants des bailleurs. Ça, c'est par là qu'il fallait commencer. Mais puisqu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous en félicitons l'État. Nous en félicitons également les associations des écoles coraniques pour la détermination dont ils ont su faire preuve jusqu'à décrocher cette affaire. Et nous leur demandons de continuer dans la même lancée, c'est-à-dire en partenariat avec l'État. Parce que quand on veut moderniser une structure, on ne peut pas réussir cette modernisation sans y impliquer les véritables acteurs, à savoir les maîtres coraniques. Alors donc, nous en arrivons à la fin de cette interview. Nous vous remercions, Mamatar Gueye. Et quel est votre dernier mot pour nous? Bon, mon dernier mot, encore une fois, c'est de formuler le vœu que Jamra a l'habitude de formuler par habitude, depuis l'avènement du premier patron de Jamra, en l'occurrence le défunt député de la Turquie, à savoir que la vie du Sénégal ne s'arrêtera pas en 2017 ou en 2019. Autrement dit, un régime quel qu'il soit ne peut pas avoir l'unanimité. Macky Sall ne peut pas avoir la prétention de faire l'unanimité dans ce pays. Il faut qu'il soit contesté, il faut qu'il soit critiqué, c'est normal. Et notre souhait est que tout se passe dans un véritable gentleman agreement, pour qu'on sache que nous pouvons tout nous partager, sauf ce pays qui nous est commun. Et pour utiliser la formule chère à mon ami Lebou El Hadji Momar Samb, Réumi, comme que quel monde ko pacho, nañu ko pencho. Merci beaucoup, Mamatar Gueye. Merci Ismaïla. Et au plaisir de vous revoir. Merci. Et bien des choses aux téléspectateurs de Halima.com. Au revoir. Merci. Et que la paix règne dans les cœurs et dans les esprits. Merci beaucoup. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous encore bientôt pour une autre interview.